second film spécial jour de l'an. On te l'avait promis, Alice. On allait faire Roadhouse, ton film de chevet avec. Il est juste à côté de Showgirls. Il est sur ta table de chevet et voilà. Mais on va c'est le film 2016. Pour moi, je l'ai découvert en 2016. Vous pouvez pas imaginer. Ah, tu l'as découvert en 2016. Mais bien sûr, je l'ai découvert en 2016. Moi, je pensais que j'avais fait le tour de Dirty Dancing et d'un coup, on me donne Roadhouse, quoi. J'ai une nouvelle raison de vivre. C'est reparti pour tout le temps. There's always more. Make America Great Again. J'ai vraiment envie de dire ça en voyant ce film. On va en reparler. En plus, c'est vraiment à propos. Mais c'est à propos quand même. J'ai investi du pognon dans ce projet. Et pour protéger cet investissement, j'ai engagé le meilleur videur de la profession. C'est lui qui supervisera tout ce qui se passe au bar. Vous prendrez vos ordres chez lui. Dalton? Les gens qui veulent passer une bonne soirée évitent les endroits où on se cogne. Je trouve qu'il y a trop de mecs qui foutent la merde ici. Beaucoup trop de paumés, d'adolescents attardés, de criminels et de poivreaux notoires. Sans compter les amateurs de poudre. On va changer tout ça. D'accord, c'est très bien tout ça. Mais quand tu vois les gars qui viennent ici, on peut pas se les faire à 1 contre 1. Ni même à 2 contre 1. Tu t'inquiètes pour rien. 1989, Roddy Harrington, qui avait fait un film que j'avais beaucoup aimé, moi. Déjà, on va revenir sur le nom du mec. Il s'appelle Roddy. Roddy. C'est le nom du réalisateur. C'est comme mon acteur préféré, Roddy Piper, tu sais, qui jouait dans They Live de John Carpenter. Et il avait fait un film qui s'appelle A Murder of Crows, tu sais, avec Cuba Gooding Jr. Et ce film, j'adorais ce film quand j'étais petit. D'ailleurs, ça demande un petit rewatch là, pour savoir s'il est bien, parce que je vois qu'il est pas super bien noté comme film d'ailleurs. Mais c'est à voir. Et donc voilà, Roadhouse avec un Patrick Swayze. On ne peut plus en forme. Non mais le mec il a arrêté de vivre pour tourner ce film en fait, il le dit lui-même. Hein. Pour lui c'était un de ses grands rôles, il l'a préparé comme on prépare l'Actor Studio. Vous voyez, méthode, on s'immerge, on est dans le personnage, tout ça. Il a été très premier degré dans sa préparation. Oui, je me suis renseignée. Alice, il faut le savoir, a lu 5 biographies sur Patrick Bien sûr. Mais pour moi, Patrick Swayze, ça a été un élément formateur, comme Jacques Perrin dans les films de Jacques Demy. Donc voilà, il y avait eu Jacques Perrin et Patrick Swayze. Alors, il y a beaucoup de gens, quand ils vont au cinéma, ils se demandent souvent si... est-ce que dans ce film, il va y avoir des monster trucks qui vont exploser la vitrine d'un concessionnaire de voitures? Et ces gens-là, je peux les rassurer de suite. Ce film-là présente ça, ok? Non, moi, pour définir ce film, généralement, ça marche hyper bien quand je veux que les gens le regardent alors qu'ils n'ont pas très envie. Je dis que c'est un film sans culotte. C'est un film sans culotte. Il n'y a pas de sous-vêtements dans le film. Il y a zéro sous-vêtements. Il y a zéro sous-vêtements. Et zéro préservatif non plus. Oui, mais ça, c'est les années 80, l'Amérique. 89, ouais, quand même. Bah oui, tu vois, c'est ce film qui a généré l'épidémie du sida, j'en suis sûr. C'est pas impossible. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de MST. C'est un film très MST. Oui, on en reviendra. Là où tu sais que tu regardes un bon film, c'est que déjà tu le regardes après Showgirls 2. Et puis secondo, en 2 minutes de film, il y a une meuf qui se prend un coup de pied dans sa chatte. Et là, tout le monde sort son couteau. C'est 5 minutes. Parce que moi, je voudrais revenir, attendez, parce que là, on parle de Roadhouse, quand même. Il y a un indice que le film risque de pas être trop mauvais, c'est que c'est quand même le producteur de Matrix. C'est les débuts de Joel Silver. Quoi, c'est la même. C'est peut-être pas les débuts, parce qu'il a déjà fait L'Arme Fatale, non? Il a déjà, c'est un peu après, non? Quand même, on arrive au générique, on sait qu'a priori, on va regarder un truc qui est fabriqué par le top of the pop du film d'action, hein. Et le début du film, moi, je crois que j'aime beaucoup ce film à cause des 4 premières minutes. C'est une des meilleures présentations de personnages que je connaisse, hein. C'est génial. C'est-à-dire je suis d'accord en plus. Non mais attendez, c'est le moment où je suis sérieuse, hein, je vous le dis, parce que on se moque de moi parce que j'aime Roadhouse, mais quand même, je tiens à dire un peu d'analyse dans ce podcast. On n'est pas là que pour se bosser un 1er janvier, même si on a très mal à la tête à cause du champagne, un peu, voilà, et de Showgirls 2. Mais en tout cas, il faut le dire que ce film, c'est une des meilleures présentations de personnages que j'ai vues au cinéma aussi. Extrêmement efficace. Il faut le dire qu'on commence sur un plan cul d'une robe ultra moulante, il y a des chaussures comme ça qui descendent, mais ça nous décrit tout de suite, on est tout de suite dans l'ambiance, dans le décor. C'est quand même un film qui le sujet, c'est pas Patrick Swayze, c'est le bar. C'est le Roadhouse, c'est le bar routier, comme ça, et c'est une espèce de gloire à une Amérique qu'on a perdue, qu'on retrouvera plus, qui tout se joue dans cette espèce de rade, et il y a eu de la bonne musique, il y a des meufs qui portent pas de culottes, et des mecs pas si costauds qui savent bien se battre.
C'est ça l'Amérique. Et qui porte pas forcément de caleçon non plus. Non, il n'y a pas de caleçon non plus. Voir le plan où Patrick Swayze met son jean. Moi, je suis désolé, pour moi, le moment il y va commando. C'est Sam Elliott qui ouvre son jean. Pour montrer sa cicatrice, il enlève son jean et là, t'as des poils pubiens qui te sortent dans la face. Tu fais genre, ah ok, personne dans ce film, à part pubis de tous les temps. Il y a qu'une personne dans ce film qui porte des sous-vêtements. Et c'est une espèce de grosse chaudasse qui a une espèce de string de grand-mère, des tangas là, tu sais, qui lui remonte au sein. Non, il y a aussi un slip, il y a l'équivalent masculin de la scène de la piscine. C'est des slips kangourous vraiment à l'ancienne, vraiment pépé italien. Et là aussi, il y a l'équivalent masculin. N'oublie pas, c'est un film qui est très sur la parité homme-femme. Hein. Non, alors ça je suis d'accord parce que il y a une érotisation du corps masculin dans ce film qui est parce que donc il y a Patrick Swayze évidemment avec la scène du réveil où la serveuse le regarde par exemple sortir de là, les différentes scènes d'entraînement où il y a beaucoup de sueur aussi dans ce film, hein. C'est quand on est dans le bar, quand on danse, il y a la petite couche comme ça de sueur sur la peau pour que ça brille un petit peu, que ça fasse un petit peu années 80. Et aussi on en parlait un petit peu là avant l'enregistrement, mais Sam Elliott qui a jamais été aussi sexe que dans ce film quoi. Le mec est sexe, vraiment, quoi, je veux dire, c'est pas un euphémisme, mais pourtant voilà, je suis une grande fille et tout, une tu vois. Voix grave, des cheveux longs, poivre et sel, une petite barbe de 5 jours là, et le mec il est fit. Mais j'ai envie d'être son jean en fait à ce moment-là dans le film. Vraiment. Pour vous dire, Sam Elliott dans ce film, il est plus sexy que tous les personnages de Showgirls 2, non, mais même nus. Non, alors à toutes les filles qui ont pensé que Ryan Gosling, et tous les garçons au passage, que Ryan Gosling était sexy dans Drive, vous n'avez pas vu Roadhouse et Sam Elliott. Parce que moi vraiment, là j'ai eu très envie de m'appeler Candice, être née dans les années 70, être prépubère dans les années 80 pour pouvoir me taper Sam Elliott. Voilà, à peu près l'envie que ça provoque en moi. Ouais, d'ailleurs, juste pour poser la question, est-ce que l'érotisation des corps masculins est faite pour les femmes ou est-ce qu'elle est faite pour ce que les hommes croient des femmes? Tu vois ce que je veux dire? Le female glaze et le male glaze. C'est pas du tout un film pour les femmes. Hein. C'est un film pour les femmes par défaut. Nous, on se l'approprie parce qu'on voit Patrick Swayze après Dirty Dancing, on nous promet les fesses de Patrick Swayze, on y va. Mais je pense que c'est vraiment un film d'hommes pour les hommes. Quoi. Les femmes sont quand même assez exclues. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas du tout une parité homme-femme dans ce film. Je pense que c'est vraiment un film qui se pose comme regarder les mecs comme on peut être beau, viril. Ça pose la question de la virilité parce que Patrick Swayze est décrit comme une crevette. Ah ouais. Donc faut quand même, moi j'aimerais bien être une crevette comme Patrick Swayze si j'étais un homme quand même, faut le dire. Il y a beaucoup de crevettes qui aimeraient être lui. Mais bon, le mec on le décrit tout le temps. Ah, je pensais que t'étais plus costaud que ça. Et donc et voilà, donc c'est un mec qui peut être viril tout en étant éduqué puisqu'il a quand même un diplôme en philosophie à New York, qui est la NYU. De la NYU. Grosse, chose qui est mentionnée dans son dossier médical. Alors pourquoi? Pour choper la docteure, parce que il a un dossier médical à peu près comme ça. Je pense que choper les docteurs c'est sa spécialité, donc maintenant il sait. Et attends, il faudra comble du raffinement, parce que là on se dit c'est un mec raffiné, il conduit une voiture étrangère. Et ça, c'est tout ça au début, c'est là que je me dis, bien sûr, mais c'est un film sur le début de ce film, c'est peut-être ça que je pourrais plus regarder que certains moments plus faibles, mais vraiment le début, on a quand même une description de personnage qui est assez extraordinaire, où on nous montre à la fois le stéréotype de l'Amérique et du héros américain, vraiment, ça peut être Clint Eastwood, hein, le mec. Typiquement, il prend pas l'avion, il conduit, il se bat, il se recoue tout seul, il veut pas de médicaments, il veut pas de trucs, jamais de ça. Mais pourtant, il a un diplôme, ce qui est généralement pas le cas de tous les cow-boys. Et il conduit une voiture étrangère, ce qui est complètement. Mais d'ailleurs, parce qu'on va en reparler, puisque en fait, ce film est un western. Hein. C'est vraiment. C'est complètement un western. C'est le dernier grand western. Il manque juste l'étoile de shérif, mais c'est ça. Bon alors. C'est Sam Elliott, le shérif. On va plonger dans ce film. Là, dans ce film, on suit Patrick Swayze, qui est Dalton, qui est un talentueux, pas videur de boîte, mais un couleur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un chef de videur de boîte. Très réputé apparemment, puisque tout le monde le connaît aux États-Unis, que ce soit les... Alors en fait, j'ai l'impression dans ce film, les videurs, c'est un peu comme si c'était des stars du football qui se font transférer de boîte en boîte. Et quand tu prononces le nom de quelqu'un, tout le monde se retourne et fait non, c'est Dalton. Incroyable. I thought you were bigger. Ouais, c'est ça. Ça revient beaucoup. Et donc parce que l'histoire de ce film, c'est que Dalton est un videur extrêmement célèbre et il est embauché par le patron d'une boîte de nuit qui va mal
pour essayer de la remettre d'aplomb. C'est pas une boîte de nuit, et je vais insister sur le fait. On va insister sur le fait que ce ne sont pas des boîtes de nuit. C'est vraiment, c'est des bars routiers, c'est-à-dire que c'est des bars qui longent, qui longent les grandes routes américaines qui traversent. Là, on est vraiment dans le mythe d'Easy Rider. Donc c'est ces bars qu'on trouve, peut-être Bagdad Café, même pour les peut-être plus populaires, quoi, des genres de trucs qu'on trouve. C'est le saloon, quoi. Le Titi Twister de From Dusk Till Dawn. Mais voilà, c'est un saloon plus qu'une boîte de nuit. Donc, alors, parce que justement, on va revenir à cette présentation de Dalton, qui est donc dans une boîte de nuit, dans une ville plutôt, mais je sais pas, si justement au début, c'est pas plutôt une sorte de boîte de nuit, parce que ça a l'air très urbain. Non, parce que justement, c'est Dalton qui apporte la paix, c'est-à-dire qu'on garde, Dalton, ça pourrait être un hipster aujourd'hui. C'est le mec qui rend Brooklyn soi-disant plus viable et en fait qui détruit tout ce qu'il y avait de bien dans Brooklyn, tu vois. C'est exactement ça, Dalton. Il est là pour gentrifier les endroits malfamés, en fait. Ça aurait pu s'appeler le gentrificateur. C'est vraiment le gentrificateur. Alors, attends, la présentation... Il enlève le danger, mais pas la sueur. Ce mec a donc plusieurs videurs de boîtes sous ses ordres. Et il se prend une putain de lacération sur le bras par quelqu'un qui sort un couteau. Et dans ce film... C'est comme si il vivait dans un endroit, dans un univers où les flingues n'existent pas, mais par contre, tout le monde a son couteau. Et tu peux voir une meuf qui a littéralement une robe moulante où elle a pas la place pour avoir une carte d'identité. Par contre, elle va te sortir un couteau à cran d'arrêt en mode Rambo. Oui, il a pas de queue non plus. C'est la place. Et là, Dalton, cette espèce de couleur qui a trop la classe, se prend une lacération à cause d'une petite rixe. Et là, il ne moufte pas. Non. Et ce mec est tellement badass qu'il va se recoudre lui-même 4 minutes après. C'est là où il y a la phrase du film qui arrive et on sait qu'on est dans un bon film parce qu'on a la grande réplique qui arrive dès le début avec une légère faute de grammaire dedans. Les garçons, rappelez-vous. Tu veux nous le dire ? Pain don't hurt. Enfin, Pain don't hurt. Dès le début, oui. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il se recoue tout seul. Pain don't hurt. D'ailleurs, il y a des espèces de phrases comme ça, des one-liners. Parce que c'est un mec, quoi. Et qu'il est viril, quoi. Il a deux grandes phrases pour moi. C'est on peut détruire un gros balèze juste en lui foutant un coup de genou bien placé ou en détruisant son genou. Et là vient le recruteur, le futur recruteur de cette star des bars routiers qu'est Dalton, puisque c'est le patron du Double Deuce, qui est un endroit à Jasper, une ville paumée des États-Unis, qui arrive et alors déjà là où il est censé avoir fini son travail dans cette première scène, c'est quand même un endroit où les gens sortent des couteaux, donc il n'a pas non plus super fini son travail. Et des cartes gold. C'est très beau. Oui. Non, mais vraiment, le début, le mec arrive dans le summum de la vulgarité, c'est-à-dire une limousine de location, faut le dire, le patron. Voilà, on installe un besoin de reconnaissance et d'argent. Mais il la loue, donc il a un problème d'argent, ce qui peut que la louer, hein, elle est pas à lui. Et là il arrive et le mec, on suit son regard et il est fasciné par tout ce qui est argent, il regarde tout l'argent, en fait il fantasme sur tout l'argent qui va se faire. On sait pas encore comment, parce qu'on n'a pas encore rencontré Patrick Swayze. Et donc on voit le mec qui fait regarder, prenez ma carte gold, les meufs qui se distribuent des billets, ça va, on voit que les gens sont beau, on va dire pour le contexte, il y a de l'argent et là on rencontre Patrick Swayze et on comprend que c'est grâce à lui que tu deviens riche. Voilà, parce que c'est son objectif, c'est de rendre son endroit un petit peu mal famé. Son objectif c'est d'être riche. Beaucoup mal famé. Oui, d'être riche, mais rendre son endroit mal famé respectable. Pour se faire de l'argent. Ça s'appelle le Double Juice. Et là aussi, il y a quand même une séquence que j'aime beaucoup, qui est la première séquence où il rentre dans ce nouveau bar et où il y a une très longue séquence du point de vue de Patrick Swayze qui observe en fait le travail qu'il va devoir accomplir pour rendre cette boîte respectable. Et là, c'est la cantina qui rencontre un saloon avec Bud Spencer, parce que c'est un jeudi soir, hein, c'est pas genre un samedi soir. C'est ce qui se passe, c'est ce soir, comme tous les autres soirs, c'est la bagarre de partout en fait. Mais il y a du sang, casser tout. Mais c'est-à-dire que se jeter une bouteille en verre sur la figure, c'est à peu près se dire bonjour. Là-bas, c'est la base. Et donc, juste pour décrire, il y a un groupe qui joue sur scène et ils ont mis un grillage pour pas qu'on leur balance. Attends, moi c'est là où je veux revenir sur la qualité du film et le côté un peu hipster du truc. C'est un putain de bluesman qui est sur scène. Si vous faites des recherches sur la musique de film, c'est un super bluesman. C'est vraiment tout ce que la country peut apporter de meilleur et la country n'a pas toujours apporté des choses bonnes. Et on le sait, Tim Burton l'a très bien expliqué dans Mars Attack. Mais bon, là, c'est la version canadienne, déjà. C'est petite nuance, il est canadien, le mec. Il est aveugle, donc forcément, il voit tout.
dans le film, vous allez le voir après, c'est merveilleux, et effectivement, non mais il y a quand même ces petites pointes bon goût, donc moi je pense vraiment qu'à Brooklyn, ce film est vénéré, hein. Je suis sûr que si on recherche Double Deuce Brooklyn, il y a 5 endroits qui s'appellent comme ça. C'est obligé. Et je vous propose, si un jour on est à New York, tous ensemble on y va. Petite réplique mythique du patron du Double Deuce quand il veut recruter Dalton, c'est qu'il dit c'est le genre d'endroit où on passe le balai pour ramasser des yeux. Des sweeping up eyeballs. Oui. Eyeballs au pluriel. Et en fait, on voit la scène où il y a vraiment des yeux qui tombent. Donc, c'était même pas une blague. À quel moment c'est tellement violent ton endroit où il se passe ça. Petite scène où en fait il ne fait qu'être l'observateur de... Mais c'est le doublé de la première scène. C'est-à-dire qu'on a... Ouais, voilà, le doublé de la première scène, mais... Et là on voit d'où partent les barres, on a vu où il était, et maintenant on voit d'où ça part, et ça nous dit ce que le héros va devoir accomplir. C'est très cartoon hein, comme film. Hein. Alors quand il arrive dans cette ville, j'ai pas trop compris sur le moment, mais je trouve que c'était assez intelligent entre guillemets parce que je me dis mais pourquoi il s'achète une voiture ? Il en a une, il vient d'arriver avec. Et en fait c'est que forcément il sait que de base il va se faire des ennemis en étant videur et parce qu'après on voit que la voiture qu'il a achetée, la voiture d'occasion qu'il a achetée se fait défoncer et crever. Et qu'aux États-Unis quand tu es en colère après quelqu'un, tu t'apprends au symbole social de sa réussite, c'est-à-dire la voiture. Ouais. Ou le cheval avant. Et d'ailleurs, son meilleur ami va devenir le garagiste. Bien sûr. De là, Dalton va mettre en place certaines règles pour changer la face du Double Deuce. Ouais. Et là, j'ai envie de te dire, il met son petit turtleneck en mode Steve Jobs. Parce que... Moi, j'avais vraiment l'impression de Donald Trump. Hein. C'était, mais c'est vrai. On va en reparler, mais c'est un film sur l'Amérique de Reagan. C'est quoi. Exactement, c'est un gros film. On va revenir, quoi. Mais... Pour moi, c'est vraiment Make America Great Again, quoi, son discours. Hein. C'est vraiment ça. On va redresser l'économnie de ce Double Deuce. L'entretien avec le western est très intéressant à ce niveau-là, je trouve. Enfin, en tout cas, en tant que document historique, je trouve que c'est que c'est vraiment un film des années 80, tu vois, un film de cette période-là. Et pas à cause des permanentes. Il y a les permanentes qui donnent un indice, mais pas que. Non, c'est pas que ça, c'est plus au cœur du film en fait que ça se situe, quoi. Première rencontre assez rapide avec le futur méchant du film, qui est quand même joué par Ben Gazzara. Ben Gazzara, qui, on le rappelle, est un des acteurs fétiches de John Cassavetes. Et alors là, c'est le moment où la grande boucle de la vie va être bouclée. C'est spoiler alerte sur le futur. Donc on a dit qu'il y avait un remake de Roadhouse. Est-ce qu'on on peut maintenant dévoiler le nom du réalisateur ? Est-ce que vous le connaissez ? Oui, je le connais. C'est Nick Cassavetes, le fils de John Cassavetes. C'est ouf. C'est génial. J'espère qu'il y aura Ben Gazzara qui fera une petite... Bah non, il est mort, mais il y aura un hommage, quelque part. J'espère qu'ils vont le refaire en 3D comme dans Star Wars Rogue One. Oh mon dieu, idée. Fais attention à ce que tu souhaites. J'avoue que ce genre de méchant Ben Gazzara, il a l'air d'un papy sympa qui brise un peu le code de la route quand on le voit. En fait, son gros truc de méchant, c'est de rouler n'importe comment sur la route. Voilà. Mais pas en mode je défonce et tout ça, mais vraiment genre j'écoute un bon vieux Sinatra et exactement. Donc, et je zigzague sur la route parce que je fais la loi. Voilà. Mais alors c'est marrant parce que c'est vrai que cette scène ça résume tout le film parce que je trouve que au niveau de la mise en scène c'est extrêmement grossier mais extrêmement maîtrisé, efficace. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui maîtrise les outils et qui les utilise pour faire ce qu'il fait quoi. Mais surtout c'est vrai qu'en le comparant avec Showgirls on voit quelqu'un qui a bossé son sujet. Je sais pas si c'est quelqu'un de très intéressant, je sais pas si, mais en tout cas tu vois, c'est-à-dire que à chaque scène je sens qu'il y a un point de vue clair. Je sens qu'il y a quelque chose qui est amené. Dans la description des personnages, il y a toujours quelque chose de très très évident, comme tu le disais dans cette première séquence avec Patrick Swayze. Mais c'est vrai de tous les personnages aussi. Tous les personnages ont droit à leur introduction comme ça. Chaque personnage secondaire arrive à avoir une histoire quasiment. C'est assez rare dans un film. Et généralement, ça différencie énormément de choses. C'est que dans le scénario, il arrive à faire exister, et pas de manière totalement artificielle, des seconds rôles. Et ça articule plutôt bien le film en fait. Excepté le second rôle du bras droit du méchant. Mais lui, il n'en a pas besoin parce que dans les films des années 80, simplement un petit plan sur une boucle d'oreille suffit à savoir que c'est le sous-boss et c'est réglé. Il y a deux choses qui vont se passer plus ou moins en parallèle. Déjà, Dalton va rencontrer son enjeu romantique qui s'appelle Doc quelque chose. Et en fait, il continue à l'appeler Doc pendant tout le film. Alors que je veux dire, ils ont baisé ensemble.
Doc. Oui, ils ont eu. D'ailleurs, c'est là où on apprend que Patrick Swayze adore s'envoyer en l'air sur Otis Redding. Dirty Dancing, il s'en est jamais remis, quoi. C'est la même musique. Et les portes-fenêtres grandes ouvertes pour que tout le monde puisse se profiter. Mais dans Dirty Dancing, c'était déjà ça. En fait, c'est le mec, il adore ces personnages qui sont dans des cabanes. C'est obligé. Je crois qu'il est fier de son corps, il veut le montrer. Sans blague. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de poils et il n'y a pas de honte. Par contre, il y a très peu de poils déjà à cette époque-là. On sent le tournant années 70. Sauf bien sûr les poils plus bien de Sam Elliott. C'est là où Sam Elliott pour moi. Sam Elliott et son décolleté comme ça. Oui, mais Sam Elliott c'est le maître. Lui c'est le disciple de Sam Elliott. C'est son Yoda. C'est le Yoda de ce Ewan McGregor, de ce Obi-Wan Kenobi qui est Dalton. Donc on les reconnaît à la pilosité. Alors, cette petite rencontre quand même avec le docteur à l'hôpital, tu vois qu'en fait Dalton se trimballe toujours avec son dossier médical, parce que c'est toujours plus rapide. C'est intelligent, il faut le savoir. Quand il fait l'amour. Moi, en tant que professionnel de santé, j'aimerais bien avoir le dossier médical de tous mes patients sans avoir à leur demander. Mais par contre, dessus, comme je disais tout à l'heure, tu sais pas pourquoi, mais bon, il y a genre ces notes de philosophie, de NYU, comme quoi il avait eu un 15 en éducation civique ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs, en 4 secondes, Doc arrive à lire tout ça. C'est-à-dire qu'elle l'ouvre, elle fait ok, vous avez eu 26 fractures, 3 vis, et en plus porte des lunettes, elle est intelligente. Ah ouais. Voilà. Mais qui est joué par on peut le dire, mais je pense qu'avec Daryl Hannah, c'est l'incarnation parfaite de la beauté des années 80 quoi. Il y a un truc complètement. D'ailleurs, attends, ça existait les lentilles de contact dans les années 89. Bien sûr. Ouais, oui, mais là on a besoin de signifier qu'elle est intelligente. Dans le reste du film, elle l'a plus ses lunettes. Sinon, on a un doute. Elle est jolie, elle est pas intelligente. Donc là, on lui rajoute des lunettes pour dire qu'elle est intelligente. Parce qu'elle a les cheveux tirés, parce qu'elle est en mode working girl, tu vois, très intelligente, etc. Mais juste après, elle se fait littéralement la coupe de cheveux de Patrick Swayze, en fait. Elle a la frange éclatée du siècle. C'est l'incarnation de la frange éclatée. Et j'ai porté une frange éclatée. Je peux vous garantir que j'ai jamais eu ça. On veut des photos. On veut tout de suite mettre ça. Non, alors je les ai toutes brûlées. Je les ai. Mais il y a un truc, c'est... Parallèlement à ça et du coup la découverte de l'enjeu romantique de Dalton, nous, on se rend compte que de l'entreprise de Ben Gazzara, puisqu'on se rend compte que ce grand méchant du film raquette toutes les semaines les magasins de la ville. Il met une taxe. Voilà. C'est l'État. Il a une association. Il a une association tout à fait légale. C'est pas un mafieux. C'est vraiment, c'est légal. Il a une association qui Non, la nuance est importante en plus. Oui, le fait qu'il ait rendu ça plus ou moins. Sauf que, par contre, pour forcer ces gens-là à effectivement payer, même si cette taxe plus ou moins légale et obligatoire, il utilise de la violence. Et ma question, c'est si tu prends 10% de 7 magasins de Jasper, dont l'auto repair shop là, qui devient l'ami de Dalton, qui doit vendre quoi? Tout casser 4 essuie-glaces dans le mois, faire 6 vidanges. Tu gagnes quoi? $300. C'est Don Corleone du pauvre là. C'est le leader price parce que c'est vraiment. Comment est-ce qu'il se paye son hélico, sa piscine avec tout ça? C'est pas possible. Mais les loyers sont pas chers, tu sais. Exactement. Alors pour prouver, c'est génial, une réplique géniale. Pour dire à quel point Ben Gazzara est important, son personnage, là, quand il parle à Dalton, il lui dit « Hey mec, grâce à moi, il y a JCPenney qui va venir dans cette ville, qui est en gros le H&M, quoi. » Tu vois, c'est genre « Mec, grâce à moi, on est en pourparlers avec Zara. » Qui dit ça pour prouver que c'est un mafieux? Mais je comprends pas. Il faut le dire, non, mais c'est là où il y a un petit twist. Quand même, moi j'ai envie de racheter ce personnage qui, malgré tout ça, a réussi à fréquenter la docteure intelligente. Oui. La seule femme qui a un peu de cerveau dans ce film, visiblement, on l'utilise pas trop, mais quand même. Elle s'est quand même tapé Ben Gazzara, faut le dire. Et c'est quand même un twist dans l'histoire. Ouais. Voilà. Mais que il l'a sans doute épousé même. Oui, c'est son, elle a carrément épousé. C'est son ex-mari. Donc ça donne une utilité au doc, au-delà de savoir lire le dossier médical de Patrick Swayze et d'apprendre qu'il a fait philo à NYU. Et après ce sera tout, rassurez-vous tout de Et suite, c'est aussi la nièce de son nouveau meilleur ami, le mec qui répare ses essuie-glaces quand ils sont pétés par les gens de l'autoritaire. Donc voilà, elle est liée par tous les hommes qui embêtent, quoi. Il y a le meilleur ami, il y a l'ennemi, et elle est un peu au milieu. Voilà. Petite nuance, normalement en fait dans ces films d'action, quand il y a des gens en fait qui arrachent des gorges et qui étripent des gens de manière très gore, en fait l'enjeu amoureux n'en a rien à foutre.
Ouais. Tandis que là, elle est d'abord un petit peu révulsée avant de dire oh c'était pas si grave. Non, elle est révulsée pendant au moins genre, une matinée. Elle est révulsée pendant 15 minutes. Elle est 15 minutes. Et moi j'aime beaucoup. Et là je vais spoiler alert. J'ai envie de dire, il se baigne quand même à l'endroit où il a tué à main nue un mec. À la fin, c'est Adam et Ève. C'est vrai. Sur les lieux du crime. Suivons la chronologie tout de même. Donc voilà, en gros, il y a cette espèce de méchant qui commence à emmerder voilà, tous les magasins, dont le Double Deuce qui commence à faire de l'argent maintenant grâce à Dalton. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que voilà, le méchant veut absolument, par népotisme, amener son neveu à être le barman, sauf que le problème, c'est qu'il vole de l'argent, donc ça crée des tensions entre Dalton et... Il vole $150. Attends, $150 par soir, mais c'est un ultra voleur, quoi. C'est pas possible. Et ce que j'adore, c'est que quand il est pris la main dans le sac, il fait j'ai calculé, il doit vous voler à peu près $150 par soir. Et là, il y a le barman qui vole qui fait ouais, et alors? Parce que il se dit je suis protégé par mon oncle, c'est tout. Et le mec qui va emmener Jesse Penny. Et ouais, attends, il est beaucoup trop puissant. Même Dalton ne pourra rien faire contre lui. Et là, c'est un petit peu l'escalade dans la violence parce que à chaque fois, un petit peu, à peine. C'est une escalade, c'est l'Everest de la violence. Parce que mais c'est là où à peu près. Non, mais c'est là où en fait le méchant va bloquer l'arrivée d'alcool. Donc là, on est vraiment dans le western. On est dans les thèmes du western où le plus gros problème qui peut arriver dans une ville, c'est le whisky qui n'arrive plus. Donc, on est en 89 là. C'est-à-dire, en 89, et t'es en train de me dire que tu ne peux pas appeler n'importe quelle société de transport pour t'amener de l'alcool. D'ailleurs, je veux dire, votre pays est grand. Le mec arrive à bloquer l'arrivée de whisky, ce qui est le drame absolu. Jusqu'à maintenant, tout ça n'était pas trop dramatique. Mais là, c'est vraiment le drame absolu. Donc, encore une grande fille. Et là, donc, il y a Sam Elliott qui débarque pour, donc, le maître, pour aider son padawan, quoi. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'en 89, les videurs avaient créé Internet ou Facebook avant l'heure? Parce qu'en fait, à un moment, quand il s'appelle... Mais oui, mais il appelle dans son bar, et l'autre lui dit « Ah ouais, t'es à Jasper, à ce qui paraît ?» Genre, ils ont un message board ou quoi? Non, c'est la route. La route, à cette époque-là, attends, regarde, il choisit, c'est la route, c'est l'Amérique, c'est une grande route. C'est le monde de la route, tu n'as pas compris, c'est le western. J'aime bien sa façon de pas vraiment lui demander d'aide, mais quand même de lui demander de l'aide, tu vois, parce qu'il va venir parce que il sent que qu'il va se passer quelque chose. Qu'il est dans la merde, voilà. C'est tout. Voilà. Et là, le mec, il arrive, et il a tellement la classe, quoi. Il arrive, il le sauve d'une espèce de bagarre. Mais avec chic, il remet toujours la mèche en place, quoi. Et le personnage, c'est là où j'ai vraiment envie d'être dans son jean, pas dans son. Alice, si tu veux, on te donne si quelqu'un a le 06 de Sam Elliott. Du jean. Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est on va faire un Kickstarter pour avoir assez d'argent pour avoir le manteau de Showgirls 2. J'échange. Okay. Mais je pense que vraiment, je vous dis, à Brooklyn, à mon avis, ce jean se vend des millions. Hein. Chose intéressante, c'est que quand ce personnage arrive, il se fait présenter par l'aveugle. Alors l'aveugle, c'est Daredevil. Il a reconnu au son des coups de poing que c'était le. Non, mais l'aveugle, il a des visions, hein, de toute façon. Hein. C'est lui qui dit, qui présente les gens, qui dit ce qui va se passer. C'est lui qui conclut, quoi. Il est hallucinant, ce mec. Il y a des petites scènes sympas d'amitié et de flirt. Là, c'est bon, c'est la belle vie. On a Doc, Sam Elliott et Patrick Swayze. Non, est-ce qu'on peut rappeler le moment comment danse Sam Elliott? C'est un cours. Vous avez 13 ans, vous ne savez pas comment danser une boum. Regardez ce film. Là, le mec, il fait le truc le plus sexy au monde. Je veux dire, comment elle peut retourner avec Patrick Swayze derrière? C'est impossible. Cela dit, Patrick Swayze a aussi un moment un petit peu comme ça dans la chambre, où quand elle vient pour la première fois en fait dans son appartement, il y a un moment comme ça où en fait c'est un moment de séduction où elle parle mais lui il parle pas, il s'approche d'elle juste avec un regard comme ça. C'est un film de corps, hein, le corps suffit. Hein. Et tu vois qu'elle perd tous ses moyens tout de suite. Elle a plus de culotte hein, déjà. Hein. Moi, elle a déjà plus de culotte. Il a fait disparaître sa culotte. Quoi que si, parce que Sam Elliott est un personnage qui parle plus. Il a un peu plus la tchatch que son disciple. C'est ce qui les différencie quand même. C'est pas du tout une pâle copie l'un de l'autre. Hein. Dalton, c'est le philosophe silencieux, tu vois. C'est le thé. C'est celui qui a un passé. C'est celui qui peut pas revenir en arrière. Parce qu'il a un passé, il a un secret. Ce qui est pas le cas de Sam Elliott. Il l'a formé, lui, il l'aide à. Son lourd secret qu'on découvre d'ailleurs dans un petit dîner quand ils sont tous les trois. C'est qu'il a tué un homme, il a tué
en gros, parce qu'en fait, on se rend compte que lui-même était l'amant d'une femme mariée et il a tué l'homme marié qui était venu, en gros, avec un réclamer son dû. Voilà, réclamer son. Que la femme est un objet. Se venger, oui, c'est ça. C'est un pot qu'on s'échange. Se venger, donc c'était lui ou toi, mec. Donc t'as fait le bon choix. Et alors, ce qui est marrant, c'est que pendant une première partie du film, en fait, on nous fait croire en fait que le film il va un petit peu dévier de ce modèle un petit peu viriliste comme ça. C'est-à-dire que déjà, on nous montre que quand il forme ses videurs, il leur dit soyez gentils, soyez avenants et surtout ne provoquez pas la violence. Et il y a un moment donné en fait où le docteur lui demande en voyant toutes ses cicatrices, est-ce que ça vous a quand même arrivé de gagner des combats? Et là, il la regarde. Il y a est-ce que il vous est arrivé de perdre des combats? Et là, il la regarde intensément, post-dramatique, et il dit personne ne gagne jamais un combat. Et là, on verra que tout ce qu'il dit sera absolument annulé par tout ce qui vient après. On n'est pas dans Rambo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce très beau discours à la fin, tout ça. Là, on pourrait croire qu'on pourrait avoir un espèce de moment. Ça pourrait arriver jusque-là. Oui, ça pourrait arriver jusque-là. À ce moment-là, on se dit ah tiens, on est peut-être dans un moment Rambo où en fait il y a un discours comme ça sur. Et en fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est là où le film où je dis je préfère le début à la fin. C'est vrai que d'un coup là on a un moment du film où j'ai l'impression que Joel Silver, le producteur, s'est dit excusez-moi, il y a rien qui a explosé jusqu'à maintenant. Je suis un peu déçu. Ah oui. Non mais la fin c'est la fin c'est History of Violence sans le second degré. Voilà. Quoi. Il y a un truc. Alors parce qu'on y arrive parce que là, si tu veux, Ben Gazzara, il commence à avoir le kérosène qui le démange là. Ce qui se passe, c'est que tous les magasins commencent à se dire ah mais oui, mais si le Double Juice fait n'importe quoi, bah nous, de toute façon ils ont pas d'argent en fait les magasins parce que personne ne passe dans leur ville, c'est normal qu'ils puissent pas le payer. Et pour se venger, ce qu'il fait, c'est qu'il explose. Le garage du garagiste qui est l'ami de Dalton. En fait, il met le feu. Mais ce qui se passe dans ce film, c'est que l'isolation est faite en C4. En fait, parce que ce qui se passe, c'est que il met le feu, donc ok, merde, est-ce que mon pote va bien? Ok, il va bien, tout va bien. Et là, 4 secondes après, ça explose, mais comme si t'étais dans un Michael Bay, quoi. C'est Pearl Harbor sur une route du Mississippi ou du Minnesota. Il se venge aussi non, mais là tu dirais, je pense qu'il a un peu prouvé ses manières violentes, pas besoin d'aller plus loin. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'utiliser un petit monster truck pour aller écraser les voitures du concessionnaire. Et moi, je pose la question de sa logique économique, parce que si ses revenus viennent d'un pourcentage de ses magasins, il en faut en l'air 2, et à mon avis, c'était les 2 meilleurs. Hein. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait une French bakery à Jasper, tu vois. Comment tu vas gagner de l'argent? L'important, c'est d'envoyer un message à Reski, c'est ce que t'as pas compris. Et en fait, non, et c'est surtout, là, c'est le moment où on fait le point sur les assurances de chacun. Ah oui. C'est le moment merveilleux. Il faut qu'on y revienne après, attends. C'est un peu comme dans Shocker 2 quand elle parle de la taxe d'habitation. D'ailleurs, on voit 0 flic pendant tout le film. Non, parce qu'il les a dans sa poche. À la toute fin. Alors en fait, bon, on va y revenir parce que c'est génial en fait ce qui se passe. Et je reparlerai des flics à la fin. J'ai envie de faire un petit point Monster Truck parce que ce qui se passe, Monster Truck, c'est quoi? C'est en fait ces espèces de pick-up truck mais avec des roues de 2 étages. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, Dalton, il vient de finir sa soirée au Double Juice là. Et il se fait rejoindre par Doc, donc ils sont censés rentrer chez eux. Donc il y a personne normalement dans le garage. Il y a personne à part un monster truck où il y a 2 sbires du méchant qui sont en train de le filer en fait. Et à quel moment toi tu ne vois pas qu'il y a un monster truck dans le parking? Non, mais c'est comme le méchant son gros truc pour pour un peu embêter les gens, et c'est là où on voit que le mec a jamais vu du Scorsese, quoi, ou un truc un peu vraiment, tu vois. C'est que il passe en hélicoptère autour des chevaux de son voisin. Un espèce de presbytérien qui a demandé rien à personne. Et on en est là, quoi. C'est vraiment, en fait, ils ont des gros trucs. Voilà, un hélicoptère, un monster truck, mais c'est là où c'est un film, c'est un western qui est mêlé à Bibi et Coyote, quoi. C'est du cartoon tout le temps parce que c'est pas très violent, quoi. C'est violent dans les faits, mais en fait, aucun coup de poing déjà parce que le bruitage, c'est vraiment le paf, vraiment, c'est pif paf, quoi, le bruitage.
Donc en fait, on n'a pas ce truc, ça a beaucoup moins d'impact que History of Violence avec la cafetière qui est écrasée sur un crâne, où là on sent l'impact d'une cafetière écrasée sur un crâne. Là, le sport national là-bas, c'est de s'envoyer des canettes en verre. Donc en fait, il y a un côté cartoon, et c'est vraiment la rencontre du cartoon et de l'imaginaire un peu de western. Donc c'est étrange, hein, parce que vraiment le gros méchant est pas du tout méchant, quoi. Ses armes, c'est un monster truck et un hélicoptère. Ouais, c'est ça. Parallèlement, quand même, le Double Juice s'est vachement amélioré. Hein. Maintenant, il y a des néons partout. Donc c'est du carrelage. Du carrelage, c'est très très joli. On a enlevé le grillage. On a enlevé le grillage. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler du son parce qu'en fait, tout le monde crie pour parler comme si le son était très fort, sauf qu'il est pas du tout très fort, le son. En fait, quand il y a des gens qui font yeah pour la musique, ils sont 1000 fois plus forts que le blues du chanteur. Voilà, c'était le petit point montage son. Au bout d'un moment, il y a Patrick Swayze qui en a marre, qui enlève les gants, hein, comme on dit, il en a marre d'être stoïque, il va se mettre à arracher des gorges. Parce que Sam Elliott, voilà, il tue quand même son pote Sam Elliott. On tue son pote, donc là c'est fini, on déconne plus, on tue son père, on tue pas son pote, on tue son père, on tue papa. Donc c'est un tout petit peu différent. Et donc ça va se finir dans la violence où finalement toute la ville va décider de prendre des armes et de défoncer Ben Gazzara dans une explosion de sang et de tripes. Petit point sous-boss, parce que avant ça, il cueille quand même la trachée du sous-boss. C'est un peu sa fatality de Mortal Kombat. En fait, on nous l'a promis depuis le départ. On sait qu'il a une technique à 3 doigts d'arrachage de trachée. Donc voilà. Donc c'est comme tu le disais très justement, c'est un film de couteau et vraiment de boxe. Ouais. Et finalement, ceux qui prennent les armes, si on achève vos armes, mais c'est les petits concessionnaires de la ville. Et bizarrement, les armes à feu, à part les fusils, toutes les armes à feu sont ridiculement petites en fait. Je sais pas si vous avez vu. Alors que les couteaux sont des épées. Importantes. Non, mais les couteaux, c'est vraiment le prolongement de chaque personnage. Chaque personnage a son propre couteau et c'est ça l'arme. C'est pas du tout des flingues, effectivement. Et donc finalement, une fois que Ben Gazzara est mort étouffé dans son propre sang et que c'est dégueulasse, il y a les flics qui arrivent, qui demandent ce qui s'est passé, et là tout le monde dit que personne n'a rien vu, et ça se finit sur une blague, mais vraiment une blague en mode... Ben Gazzara s'est fait trucider par des coups de fusil de tous les magasiniers de la ville. Chaque magasin tue chaque propriétaire de magasin, qui sont tous des hommes. Vraiment exécute, c'est un peloton d'exécution à la carabine à plomb, quoi. Sachant que Dalton, par contre, et d'ailleurs sous les yeux de Doc, décide de ne pas prendre la trachée de Ben Gazzara parce que... Alors qu'il a tué 10 autres personnes, hein, jusqu'à 4 secondes avant. Et pour la première fois de ce film, tu vois arriver des flics, et je ne sais pas qui les a appelés parce que ça se passe chez quelqu'un. Alors que depuis le début du film, on voit des milliers de morts en public. 0 flic. Et là, t'as tous les flics qui arrivent. Petite blague de la part de Tinker, qui est donc un sous-fifre de Ben Gazzara. Je sais plus quelle était la ligne, mais bon. Pour répondre à cette blague, tout le monde rigole. Alors qu'ils viennent juste d'enlever la vie de quelqu'un. Et ça finit sur une blague. Le club des 5, on dirait le club des 5 qui vient de résoudre une énigme. Et il y a une espèce de pause où tout le monde rigole. En fait, il y a un truc, c'est le moment le plus... Autant, moi, je disais tout à l'heure, c'était très pif-paf dans les batailles, mais je trouve que cette scène-là d'exécution, on est vraiment... Elle est ultra violente. On est à la limite dans le Scorsese, là, avec... comment il s'appelle ? Il y en a quelques-uns. Merde, putain, avec Matt Damon. Les infiltrés. Oui, les infiltrés. Les infiltrés, on est dans la mort un peu de Jack Nicholson, en fait, dans un truc vraiment, il se fait exécuter par ses propres, par les gens qui se retournent contre lui, tout ça. Et c'est le truc le plus violent qu'on voit dans le film, et c'est le moment où la comédie est la plus forte pour le réalisateur. Il se dit, là, c'est mon grand moment de comédie. Mais je suis sûr que dans les salles en 89... Il enchaîne sur une musique légère qui se mais c'est ça, mais c'est vraiment, il faut imaginer la fin de Clair de Lune, quoi. Vous voyez, c'est cette série des années 80 avec Bruce Willis où on finit, on a résolu une enquête. Petit générique sur effectivement une scène où Doc et Dalton se baignent dans ce petit lac où probablement il y a une trachée qui flotte quelque part. Alors oui, parce que Dalton a arraché la trachée au bord d'une rivière qui sépare donc la maison du gentil paysan qui l'héberge et de Ben Gazzara. Donc on a la bonne Amérique chrétienne et l'Amérique vraiment flamboyante, trompeuse, tout ça, pécheresse. Voilà, et donc il a arraché la trachée sur ce truc, le corps a flotté, quoi. Il y a eu et puis donc 2 jours littéralement plus tard, ils se baignent, Adam et Ève, à l'Éden retrouvés, vraiment à poil, hein, parce que voilà,
voilà, on les retrouve nus, beaux, et donc ils se baignent là où ils ont tué quelqu'un. Encore un bar routier redressé comme il faut, tout va bien. Voilà. Et c'est là où vraiment à la fin on se dit Make America Great Again, quoi. Je recommence à dire. Et alors du coup j'aimerais un petit peu revenir sur, parce qu'on pense et c'est voulu au western tout le temps, on pense vraiment à des westerns classiques du shérif qui est amené dans une ville pour rétablir l'ordre. Je pense notamment à, je sais pas, L'Homme des Vallées Perdues par exemple. Même les Sergio Leone. Même Wyatt Earp avec Sam Elliott d'ailleurs. Sam Elliott jouait le frère ou Tombstone d'ailleurs, qui était sorti à la. Ou même parfois un peu impitoyable dans le genre, j'essaye de revisiter le western avec un personnage qui veut pas vraiment se battre mais qui a appris tout ça. On a vraiment. Et ça c'est fondateur de la fiction américaine, puisque c'est la civilisation de l'Ouest peu à peu, ou comment l'homme blanc en fait en prenant les terres amène petit à petit la loi dans le pays. Et ce qui est intéressant, c'est le contexte dans lequel ce western est mis, parce que déjà je trouve ça très étrange, parce que le western s'adapte pas très très bien en fait au code moderne. Et du coup, quand il y a cette escalade de violence à la fin, mais ça paraît juste ridicule en fait. Il y a une espèce de truc où tu comprends pas d'où ça sort, quoi. C'est ça en fait, ils sont dans le déni total de l'inclusion réaliste de ce que devrait être effectivement un enchaînement de violences grandissantes. En fait, ils se disent, faisons notre film comme s'il y avait des barils de poudre, et c'est pas grave. Non, mais c'est un film qui est très nostalgique. C'est là où presque on les rejoint. On rejoint donc ce que je disais, c'est un film de gentrification, parce que c'est un film sur ce que l'Amérique a été. Et on est d'accord que ça n'a pas toujours été très bien, mais il cherche presque à enlever ce qu'il aime pas trop, mais à garder quand même des choses. Non, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que généralement dans les westerns, on va te montrer les gens qui sont oppressés en fait par cette violence de l'Ouest, et généralement t'as des figures qui vont revenir, c'est-à-dire l'enfant, tu vois, l'orphelin, la veuve. Et tu vas avoir toujours ces figures comme ça, tu vois, de victimes de l'Ouest, et qui par l'arrivée du shérif vont être... Et là, ce qui est intéressant de regarder, c'est qui sont les victimes en fait de cette violence. Ce sont des patrons en fait. Ce sont tous des propriétaires et des patrons, et la manière dont on te le montre, et c'est pour ça que ce que tu disais, Make America Great Again, c'est vraiment un film sur l'Amérique de Ronald Reagan, et qui épouse complètement en fait la vision de Ronald Reagan. C'est-à-dire que quand tu regardes le film, moi je pouvais pas m'empêcher de penser que Ben Gazzara représentait l'État. Oui, c'est le gouvernement. Bien sûr, c'est ça. Le gouvernement. Et que lui arrive pour rétablir le libre marché, qui va permettre à ceux qui sont le plus oppressés par ce système, les patrons, je sais pas pourquoi, mais c'est les patrons, puisque c'est eux qui vont se venger à la fin, c'est que les patrons. Il faut savoir que ce film ouvre toutes les conventions du MEDEF. Voilà, je pense que c'est hallucinant. Et alors, ce qui est ahurissant, c'est qu'à aucun moment, par contre, tu vas avoir de drame des employés, c'est-à-dire que les employés doivent faire leur boulot, s'ils le font mal, ils s'en vont. Ils s'en vont directement. Et ils s'en vont direct sur une. C'est vraiment, you're fired, quoi. C'est vraiment, tu dégages, tu prends la porte en 2 minutes, et puis on ne cherche jamais à comprendre en fait ce qu'ils peuvent traverser. Ils donnent pas de deuxième chance. Il était pris en flag dans la réserve pendant ta demi-heure de poste, t'as envie de te taper une petite nénette. Eh ben non, papy, il veut pas. Et non, mais parce qu'en fait, il est très très puritain, Patrick Swayze. Exactement. Il est logé par l'homme pieux de la communauté. Il est logé par l'homme pieux, et il y a une fille qui fait un striptease, il la traite de chienne, et il dit à Ben Gazzara, qui est un peu qui est son petit copain, on va dire, quelque chose comme ça, et qui lui dit, en fait, si tu sors ta chienne dehors, tu devrais rapporter une laisse. C'est d'une violence quand même. Femme qui, on le voit après, est battue en fait par Ben Gazzara, puisque quand Dalton en plus est battu par Ben Gazzara, mais en fait, si tu veux, il a aucune compassion pour cette femme parce que c'est une pute. Mais vraiment, on est censé s'en foutre complètement. Ouais. On remarquera d'ailleurs qu'au lieu de se tourner pour pas qu'il voit le bleu, elle préfère juste cacher le bleu et lui faire face. Mais oui, bien sûr. Mais de toute manière, ça va, elle arrive à faire l'aérobic, on est sauvé. Ah voilà, c'est ça. Tant qu'elle peut montrer son cul, c'est bon. Tout va bien. On est sauvé. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours dans cette fiction réganienne, ce que dit le film, c'est grosso modo, si tu as de la valeur sur le marché du travail, tu t'en sortiras bien. Et en fait, le problème vient de toi si tu n'arrives pas à trouver quelque chose. C'est-à-dire que si tu n'as pas de valeur suffisante, tu vas être. Et on le voit dans la scène de négociation de son salaire. C'est-à-dire qu'il y a Patrick Swayze qui donne ses conditions, qui dit voilà ce que je vaux, parce que je suis bon, et tu me paieras ça. Et ce qu'il rajoute, et ça c'est super intéressant, c'est il rajoute vous me paierez ça et vous paierez tous les frais médicaux. Et là aussi sur l'Amérique de Reagan, tu vois, il y a quelque chose, c'est-à-dire que Obamacare.
Oui, mais c'est-à-dire que les frais médicaux, c'est quelque chose que tu gagnes. C'est-à-dire ta santé, c'est quelque chose que tu dois gagner par ton talent et pas quelque chose qui t'est dû. Et ça va revenir plusieurs fois dans le film. Et on voit clairement qu'il y a tous les éléments comme ça de l'Amérique de Reagan. La possession des armes à feu, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que ce soit les patrons qui aient les armes à feu pour faire la justice eux-mêmes, vu que la justice est corrompue. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tous les éléments de Ronald Reagan, c'est-à-dire pas de sécurité sociale, le port d'armes à feu, la libre entreprise, c'est tout ce qui est développé absolument par le film. D'ailleurs, même la scène dont on rigolait tout à l'heure, mais je me trimballe mon dossier médical, c'est représentatif de tu es responsable toi-même de ta santé, et l'hôpital on n'a rien à branler, tu vois. Et le mec se recoue tout seul, et elle le félicite sur le fait qu'il se soigne tout seul, à l'alcool à 90, comme ça, à l'arrière d'un bar, tout ça, et elle le félicite, elle lui dit c'est bon travail. C'est très beau, c'est très sexy en plus. Ouais. Et pareil toujours sur ce puritanisme, il y a un truc, c'est que tu vois clairement que la serveuse de ce bar, elle est complètement love de Patrick Swayze. Tout le monde est love de Patrick Swayze. Elle lui apporte son petit déjeuner à la maison, tu vois, elle en profite pour un peu regarder son petit fessier bien rebondi. Et en fait, j'étais en train de me dire, parce que l'actrice qui joue cette serveuse, on va dire qu'elle a un physique ordinaire, que c'est un peu voilà. Et si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire que Patrick Swayze avait été une femme et que ce petit serveur avait été un homme au physique ordinaire mais très sympathique, etc., il y aurait eu une histoire d'amour qui se serait montée petit à petit, où en fait la belle femme se rendrait compte que cet homme gentil, c'est ce dont elle avait besoin, etc., Là non, c'est coupé tout de suite direct, c'est-à-dire que elle ne pourra jamais accéder à Patrick Swayze parce qu'elle n'est pas assez canon. Et elle le sait en plus. Et elle le sait, elle abandonne d'ailleurs. Elle essaye même pas, elle y va, mais elle essaye pas vraiment. Mais encore une fois, c'est un truc de tu dois connaître ta valeur. Je veux dire, connais ta place dans la société. Elle est très sympa, elle chante super bien, on le voit à un moment donné, mais Patrick Swayze, c'est juste non. Tu laisses la place à la blonde qui va venir et qui va prendre ta place à toi. Et c'est-à-dire que c'est pour ça, en fait, c'est vraiment un film de droite. C'est un film extrêmement puritain sur l'Amérique des années 80. Et en ce sens, je trouve que c'est un film très très réussi sur ça. Que ça me renseigne énormément sur cette. Non, mais c'est vrai, ça me renseigne énormément sur la pensée conservatrice des années 80 aux États-Unis, quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est un film où les patrons à la fin. Ils gagnent parce qu'ils ont réussi à se faire respecter. C'est ça. Et il est hors de question dans la logique du film, c'est là où on est surpris, où à la fin du film on a tous un moment un peu what the fuck, parce qu'on se dit bah non quand même, ils trucident un mec hyper violemment, mais non, ils se sont fait respecter, ils ont enfin pris les armes, et donc fait ce qu'ils devaient faire, et puis voilà, du coup on c'est larguer le poids mort de tes employés. De l'État. Qui te font chier et se retourner contre l'État qui nous taxe beaucoup trop. Ben oui, de toute façon, on te dit que c'est un film où il faut qu'il y ait toujours un leader. Donc au départ, c'est incarné par Patrick Swayze parce que les hommes, les patrons ne se sont pas encore regroupés en cartel. Effectivement, ils n'ont pas encore trouvé leur leader naturel. Et là, en fait, donc Patrick Swayze, en fait, lui, il arrive et il montre ce que c'est que d'être un leader, en fait. Et après, voilà, c'est des gens, D'ailleurs, c'est plutôt destiné aux auto-entrepreneurs, parce qu'en fait, encore une fois, c'est genre les patrons, mais de SARL, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, justement, parce que l'État, sa grande présence, c'est justement de faire ramener des H&M, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, au bout d'un moment, il va y avoir que ces multinationales de conglomérats, machin. Alors que en fait, c'est pour ça, ce film, il veut parler aux petits patrons, en fait. Il veut parler juste c'est un film qui arrive, il arrive à avoir le... C'est à eux que Reagan s'adressait pour avoir sa base électorale, hein. Et c'est vraiment une fiction de ça. Même si, en fait... Trump aujourd'hui, quand même. Tout à fait. C'est eux, hein. C'est eux qui votent, donc le message et le film s'adressent à eux, même si, au final, ça ne les sert pas eux, mais ça sert, bien sûr, JCPenney, tu vois, au final. En fait, c'est faux. Oui, c'est ça. Mais ça, le film n'en parle pas, parce qu'on reste sur la fiction la fiction de la droite américaine. Tout à fait. Quoi. Bon, est-ce qu'on peut faire un petit tour de miam sur Roadhouse, tu veux? Après mes 5 miams sur Showgirl, et là, vous avez peur. Ça m'étonnerait pas que tu mettes 5. Hein. Franchement, moi, je crois que ce film, on en parlait tout à l'heure, je peux le regarder beaucoup plus. Non, parce que Showgirl, je pense que vraiment, c'est un grand film. Là, je mettrais 2 miams, un pour Sam Elliott. Et un pour le jean. Le jean de oh, okay. 2 miams. Que 2 miams?
Ouais. Moi, j'ai conscience que c'est un plaisir coupable. Non, mais moi, j'ai conscience que c'est un plaisir coupable, mais je prends totale responsabilité de ce plaisir coupable. Je lui mets 3 bières, hein, parce que je me suis régalé. Et encore une fois, je suis sûr. Mais toi, tu l'as vu après Showgirls. C'est vrai que ça teinte le tout, ça teinte énormément le tout. J'hésite même à prendre des screenshots de la discussion qu'on a eue sur Messenger, tellement après avoir vu Showgirls 2, tout est biaisé. Mais non, mais en fait, c'est un film, c'est un instantané de la fin des années 80 en fait. Ouais. Donc ça fait son travail, c'est extrêmement divertissant. Et alors, soit dit en passant, juste petit moment technique. Et c'est un truc, je me foutais un peu de la gueule des commentaires sur Amazon ou des trucs comme ça parce que j'avais pu les lire avant de voir le film. Mais c'est vrai que la qualité, moi je l'ai vu en Blu-ray et la qualité de l'image est incroyable. Genre, il a été trop bien remasterisé et le son aussi. Et vraiment, c'est un film qui est devenu culte, hein. Aussi, comme Showgirl en vidéo, hein. C'est un film qui s'est racheté en vidéo. Et celui-ci, vous pouvez acheter le Blu-ray à 8,49€, d'accord ? Donc, on n'est pas. Ça rachète les 47€ de Showgirl 2. Voilà, je vous conseille, moi, de l'acheter 5 fois, 5 Blu-ray de Roadhouse et de l'offrir à tout le monde pour le. Non, mais il y a quand même il y a des moments de cinéma. Non, mais contrairement à Showgirl 2 où on parle d'un nanar, où il y a rien, dans celui-ci, on retrouve quand même des moments au scénario, à la mise en scène. Il y a quand même des choses qui sont assez chouettes. Il y a des petits efforts d'originalité. Tu te souviens de la fin des années 80, il y a tout le temps ces genres de climax dans des salles de miroirs, tu sais. Oui. Là on a dit non, ce sera une salle de taxidermie, tu vois. Donc il y a quand même un petit le zoo, mais c'est le zoo, c'est le monde, c'est plutôt, tu vois, on a l'homme est un loup pour l'homme. C'est le zoo dans le bar, on le retrouve chez lui, tu vois. C'est la chasse à l'homme. Et écoute, moi, je sais pas si c'est l'esprit de Noël ou quoi que ce soit, mais je crois que je vais lui mettre 3 aussi. Et vraiment pour ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je pense que si un jour il y a quelqu'un, un extraterrestre ou je sais pas quoi, qui me demandera c'est quoi les années Reagan, je crois que je leur montrerai ça en fait. Et je leur dirai c'est ça. Et je crois qu'ils le regarderont et ils diront ah ouais quand même. Moi j'aimerais bien aller dans le bar de Brooklyn qui s'appelle Roadhouse parce qu'il doit y en avoir un. À côté de The Big Lebowski il doit y avoir Roadhouse. Et j'aimerais qu'on leur explique que c'est un film de Reagan. Est-ce qu'on pourrait faire une masterclass là-bas? Ça serait bien. Mais non, mais parce que c'est vrai qu'on met toujours en avant. On met souvent en avant, tu vois, les films qui vont contre, tu vois, je sais pas, qui vont contre la bourse, tu vois, contre la rien finance, n'est pro contre machin et tout ça. Et en fait, là, on a un film qui est pro-libéral, pro-machin et tout ça. Et je suis pas du tout d'accord avec ce que ça dit, mais je trouve que c'est intéressant d'analyser les films comme ça aussi, quoi. Voilà. Je suis hyper fière que vous ayez aimé, tu vois. On a aimé plus que toi. On en est là. Non, mais moi j'ai l'impression effectivement d'avoir vraiment, pour moi c'est un plaisir coupable parce que justement il y a tout ce truc. Je me rends compte que j'aime un film quand même sur des gens qui butent l'État ou en tout cas quand qu'il y a un truc qui est un peu compliqué à. Écoute, Alice, quand je l'ai revu hier, je me suis T'es de droite, c'est tout. Accepte. C'est tout, mais peut-être que c'est mon coming out François Fillon. Et peut-être que c'est tellement un film François Fillon en plus. Ah. C'est vrai. Mais elle est jeunesse UMP, mais ils doivent se le passer en boucle. Franchement, les préférés de François Fillon dans ce film, c'est déjà le gars qui lui loue son appartement. Parce que lui, tu vois, c'est un chrétien sympa. Le Monster Truck, ils adorent ça. Et les Monster Truck. Vous savez, il y a un terme qui, parce qu'en ce moment je suis en Suisse, vous voyez pas, mais je suis à côté du lac Léman, et il y a une nouvelle expression à la mode ici, c'est les bobours. Les bobos. Vous savez ce que c'est les bobours? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Après les bobos, ils ont inventé l'expression bobours, et les bobours, c'est les bourgeois bourrins. C'est les bourgs, c'est exactement ce film. Et c'est les bourgeois qui se réclament de bouffer de la viande, d'aimer les bagnoles et les jolis petits culs, tu vois. Ah, mais c'est Depardieu, c'est Gérard Depardieu. C'est Depardieu, exactement, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est les bobours et je pense que c'est vraiment un film de bobours. D'ailleurs, pour rester dans la ligne de François Fillon, on a quand même une petite des petits sous-entendus homophobes parce que le seul plus ou moins gay dans cette histoire, c'était le boss. Gay déclaré parce qu'il y a quand même beaucoup de torse huilés pour rien. Alors non, gay dans le sens où en fait le seul c'est très gay, c'est très gay, mais en fait à un moment il y a le sous-boss de Ben Gazzara qui dit Your ass is mine quand ils sont en train de se battre pour la première fois dans le Double Deuce. Et après, quand ils se battent
Juste avant de mourir, il lui dit I used to fuck guys like you in prison, tu vois. Donc le seul vrai, j'allais dire homosexuel dans les actes de ce film, c'est un être vil, tu vois. Non mais attends, il dit autre chose aussi. C'est à bout, c'est tout, tu vois. On n'a pas parlé de ma réplique préférée du film. Écoute, on est des mecs ou quoi? On va se baiser, mais no homo, mais on va s'enculer. Mais en prison, on a le droit de s'enculer dans deux endroits, la prison et les colonies de vacances. Et au chalet. Et au chalet. Et ben là, je pourrais vous le dire, je vais peut-être aller bientôt dans un chalet, je vous raconterai mon expérience. Non mais, attends. Ma réplique préférée du film qui tourne aussi autour de ça, c'est à la fin quand Ben Gazzara et Patrick Swayze sont dans la salle de taxidermie. Il y a Ben Gazzara qui regarde Patrick Swayze et qui fait j'ai les trophées de tous les animaux possibles et le seul qui me manque c'est un trophée de ton cul. Mais c'est un grand. Je me suis dit comment sur des culs de femmes et des culs, on montre un nombre de culs dans ce film, c'est impressionnant. Est-ce que si le film c'était fini différemment, est-ce que tu penses qu'il aurait vraiment empaillé les 2 fesses de Patrick Swayze? Moi, je l'aurais fait. Il en serait capable. Bon, on a eu nos avis sur Roadhouse, mais d'autres personnes ont eu leurs avis. Je pense que la première personne a tout compris. Un must du genre par Nicolas. Si t'achètes pas ce Blu-ray pour la production Joel Silver, bande originale de Kamen et surtout la presta de feu Patrick Swayze as Dalton, t'es viré, mec. Lui, il a compris le Trump. Il a intégré le truc. Mais j'aimerais bien distribuer aux jeunesses UMP, quoi, républicains. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le test. Hein. J'ai envie de vous en lire 2 autres parce que c'est trop bien. Il y a un autre, c'est le meilleur film que je possède. Il y a tout ce qu'on peut vouloir dedans. Combat, alcool, stripteaseuse, des bâtiments qui explosent et un monster truck. Et il y a un personnage qui se fait arracher sa trachée par un Patrick Swayze en sueur. 5 étoiles. C'est vrai que si c'est ça tes critères pour un bon film, il y a vraiment que celui-là. Ah bah là, c'est bon. Hein. Le mec, il est chez Criterion, là. Ça y est, la prochaine édition, c'est chez Criterion. Je vais juste finir par celui-là, mais celui-là, il est juste magique. Ce film vous prend par surprise comme une MST, et vous savez pas que vous l'avez jusqu'à ce que vous l'ayez vraiment. Le melette de Swayze, son corps huilé et ses mouvements de kung-fu au ralenti. Ce film, c'est de l'art pour les artistes. Merci beaucoup aux gens qui écrivent ça sur Amazon. Mais mine de rien, je trouve cette critique très pertinente. Bah oui. C'est exactement. Quand on parlait de plaisir coupable, c'est vraiment ça. Hein. C'est un peu le plaisir coupable d'une MST, quoi. On a eu un super plan baise, mais on a eu vraiment très mal derrière. C'est exactement ça. Bon, bah écoutez, je pense que voilà, on a bien géré cet épisode du jour de l'an. Hein. J'espère que tous ceux qui nous écoutent, alors que ce soit le 31 pendant que vous préparez le caviar, ou le lendemain si vous écoutez ça avec la tête dans le cul, j'espère que ça vous a plu. Et tous les jeunes des jeunesses USP qui découvriront le podcast avec cette émission, je vous invite à écouter les autres. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Hein. Oui. Même les jeunesses républicaines y ont droit. Il y a des films de droite, ça existe. Ne perdez pas espoir. Et d'ailleurs, puisqu'on vient de finir l'année 2016, je dirais que là, la news, c'était que l'année 2016 a connu le record de vente de places de ciné depuis quelques années. Donc bravo. Et écoutez les fins de séance juste après. Comme quoi, on peut télécharger en paix. Hein. Adopi s'en fout. Tout va bien. Merci beaucoup, merci Alice, merci Arnaud, et je vous dis à la prochaine.